La guerre est ce qui se rapproche le plus de l'enfer sur Terre. Pour certaines femmes italiennes, cependant, la Seconde Guerre mondiale a été encore pire que cela. Lorsque les hommes donnent libre cours à leur cruauté, ils se montrent souvent tout aussi impitoyables, quel que soit le camp. On parle peu des violences subies par les femmes italiennes lorsque les troupes françaises ont combattu à Monte Cassino. Ces violences furent telles que l'on désigne aujourd'hui cette période sous le nom de maroquinate, pour indiquer les viols de masse et les massacres perpétrés par les soldats. Ce terme provient de maroquinadas, en référence à la nationalité marocaine d'une grande partie des agresseurs, qui étaient les goumiers, soldats coloniaux du corps expéditionnaire français qui ont combattu lors de la bataille de Monte Cassino et se sont fait connaître pour leur brutalité envers les femmes. Quelles horribles humiliations ont dû endurer ces femmes italiennes alors que le reste du pays célébrait sa libération. Zone de collines, de rochers et de montagnes. La terreur dans les hauteurs. La bataille de Monte Cassino, également connue sous le nom de la bataille pour Rome, fut une série de 4 affrontements intenses durant la Seconde Guerre mondiale, menés par les Alliés avec pour objectif final de libérer la capitale italienne, alors sous le contrôle des nazis. Dans cette guerre qui dura 6 longues années, le plus grand conflit militaire global de l'histoire, 2 camps s'affrontèrent. Les puissances de l'Axe, composées de l'Allemagne, de l'Empire du Japon et du Royaume d'Italie, et de l'autre côté, les Alliés, auxquels appartenaient les puissances précédemment mentionnées, auxquelles s'ajoutaient, avec moins d'importance en raison de leur faible puissance militaire, la Pologne, la Chine et la France. Ce dernier pays avait une armée combattant en Italie et fut le protagoniste de cette histoire scandaleuse, marquée par le sang, la torture, le viol et la mort. Les puissances alliées étaient principalement dirigées par la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique. Ces pays étaient respectivement gouvernés par le Premier ministre britannique Winston Churchill, le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt et le premier soviétique Joseph Staline. Ils s'unirent formellement en signant la Déclaration des Nations Unies le 1er janvier 1942. Les puissances de l'Axe, à la différence des Alliés, n'ont jamais développé d'institutions pour coordonner leur politique étrangère ni diriger des opérations militaires conjointes, mais elles se sont tout de même engagées à s'apporter une aide militaire et politique mutuelle. Au début de 1944, la partie ouest de la ligne Gustave, dont le pivot principal se trouvait sur les pentes escarpées de Monte Cassino, était défendue par les Allemands qui tenaient des positions dans les vallées des rivières Gari, Liri et Garigliano, ainsi que sur certains sommets et rochers proches, mais non dans l'abbaye historique de Monte Cassino. Cette même année, le 14 mai, l'armée française se proposa de traverser un terrain à Monte Cassino situé dans la province italienne de Frosinone, dans la région du Latium. En raison de la dévastation en France après des années d'occupation allemande, son armée en 1944 était en partie composée des goumiers, nom donné aux colons marocains les plus extrémistes. Les Français avancèrent en détruisant les lignes allemandes, permettant aux Anglais du 12e corps britannique de briser la résistance, ouvrant ainsi la voie aux Anglo-Saxons pour qu'ils continuent à attaquer la prochaine ligne de défense de la Wehrmacht, l'armée redoutable d'Adolf Hitler qui, à ce moment-là, subissait un découragement incessant parmi ses troupes ainsi qu'une retraite non officielle dans son avancée européenne. L'année suivante, en septembre 1945, la guerre mondiale prendrait fin avec la reddition de l'Allemagne. La bataille de Stalingrad, considérée par de nombreux historiens comme l'événement pivot qui déterminerait l'issue de la guerre, serait alors derrière. Les forces alliées attaquèrent l'abbaye de Monte Cassino avec 350 tonnes d'explosifs entre février et mai 1944. Elles effectuèrent également des attaques aériennes sur Monte Cassino et la ville de Cassino pour vaincre les forces du Troisième Reich qui y étaient postées. Le général Alphonse Juin, à la tête des troupes françaises, félicita ses hommes pour la victoire dans la bataille et leur donna une liberté d'action. Cela s'avérerait être une erreur, car dans les heures qui suivirent, certains des crimes les plus atroces de toute la guerre furent commis. On dit que Juin avait encouragé ses hommes auparavant, leur assurant que s'ils gagnaient cette bataille, ils seraient, pendant 50 heures, maîtres absolus de tout ce qu'ils trouveraient au-delà de l'ennemi. Il leur aurait également assuré que personne ne les pénaliserait pour leurs actions, ni ne les interrogerait sur ce qu'ils faisaient. La nuit suivante, des milliers de goumiers parcoururent les pentes des montagnes,
encerclant les villes et villages de la région connue sous le nom de Ciociaria. Ce fut le début du cauchemar, de l'obscurité qui jusqu'à aujourd'hui couvre cette zone de terreur. Les civils sans défense furent obligés de choisir entre deux options tout aussi terribles, soit subir la plus horrible soumission imaginable de la part des forces alliées, soit affronter le fascisme national-socialiste impitoyable de l'autre côté. Les Goumiers, la réputation d'un groupe extrêmement téméraire. Les Goumiers, en majorité marocains, composaient le corps expéditionnaire français sur le front italien. Celui-ci intégrait également des Algériens, des Tunisiens et des Sénégalais. Ils étaient considérés comme la troupe irrégulière française et provenaient des colonies que possédait ce pays en Afrique du Nord. Les plus fondamentalistes venaient du Maroc. Ils savaient qu'ils étaient mal vus à cause de leurs actes sauvages et se comportaient comme des animaux avec leurs ennemis, se vantant de leur mauvaise réputation. Ces troupes étaient formellement organisées en 4 divisions sous le commandement du général Alphonse Juin, un général doté d'une vaste expérience militaire qui fut ami de Charles de Gaulle, qu'il avait rencontré au lycée militaire. Juin était né en Algérie française et avait combattu à la fois durant la Première Guerre mondiale et la Seconde, où il fut capturé par les nazis avant de devenir leur collaborateur. Peu de temps après, cependant, il changea à nouveau de camp et rejoignit les Alliés. Les colons sous les ordres de Juin étaient au nombre de 7833 et portaient la caractéristique tunique de laine verte avec des bandes multicolores et des sandales en corde. Ils n'étaient pas habillés pour le combat, du moins pas comme on l'entend dans le sens d'être préparés à la guerre. C'était leur tenue quotidienne. Ils portaient la jambia, une arme qui évoque mystère et tradition. La jambia est une dague à lame courbe, dont la taille varie selon les préférences de celui qui la porte, et l'on dit qu'avec elle, ils coupaient les oreilles et les nez de leurs ennemis tués pour en faire des colliers. Dans la localité de Cassino, l'armée française se heurta à la puissance redoutable des Allemands. Les forces d'Adolf Hitler opposèrent une résistance féroce, refusant de céder la position. Jusqu'à ce moment-là, les Goumiers avaient avancé sans grande difficulté à travers la péninsule italienne. 3 groupes de Goumiers, appelés corps de montagne, constituèrent l'avant-garde de l'attaque du corps expéditionnaire français à travers les monts Oruncos lors de l'opération Diadème, la 4e et dernière bataille de Monte Cassino. Celle-ci fut capturée par les Alliés le 18 mai 1944. Malgré cela, on ne se souvient pas d'eux pour avoir vaincu l'armée nazie, mais pour leurs brutalités inhumaines, pour le traitement impitoyable qu'ils infligèrent à leurs victimes, des civils innocents, objets de leur comportement cruel et atroce, dignes de bêtes qui se déchaînèrent sur tous les habitants de la région. Sans distinction de sexe ni d'âge, tous étaient la cible de leurs plus féroces appétits sexuels, épouvantablement agressifs et sadiques. Et ce n'était pas tout. Leur appétit matériel les poussait à faire irruption dans les maisons pour s'emparer de tout ce qui avait, selon eux, de la valeur. Quiconque s'y opposait subissait des représailles encore plus violentes. Tout cela s'est fait sous l'autorité du commandant français qui les encouragea à perpétrer ces horreurs sanglantes avec le silence complice du général de Gaulle, qui, bien qu'au courant de ces événements, resta muet en tant qu'autorité militaire suprême. Les Goumiers étaient une force de choc discréditée que personne ne respectait. Ils traitaient très mal leurs adversaires et leurs prisonniers, et les Allemands en étaient bien conscients. Les forces du Troisième Reich, ayant laissé partiellement sans défense la zone de Montepetrella, à l'est de Cassino, savaient que seules les troupes de montagne marocaines pourraient survivre dans cette région, et elles ne se trompèrent pas. Connaissant leur brutalité, les Allemands avertirent la population civile du danger imminent en larguant des tracts aériens, les incitant à fuir en mai. Malgré la terreur imminente, tous n'étaient pas prêts à suivre les avertissements venus du ciel de leur propre ennemi qui occupait le pays. Les seuls qui réussirent à s'en sortir furent de nombreux enfants évacués par la fasciste garde nationale républicaine. Ils furent envoyés dans des colonies de la région de Rimini, mais la grande majorité se réfugia sur le plateau de Poleka, un territoire situé au pied du mont Petrella. Cependant, cela ne suffisait pas à arrêter les soldats africains entraînés, habitués aux montagnes. Ils n'eurent donc pas de mal à les atteindre. Les victimes, les voix silencieuses de l'horreur. L'histoire des soldats russes de l'armée rouge vers la fin de la guerre, qui violaient toutes les femmes croisées lors de leur avancée vers Berlin,
ou encore celle des bordels militaires nazis, est bien connue. On sait cela, mais de ces exactions aussi graves, voire plus, on parle peu. Peut-être que leur histoire est moins connue parce que les autorités françaises ont détourné le regard lorsque le doigt accusateur se tournait vers elles. Les Alliés gardèrent le silence à ce sujet, car les soldats qui provoquèrent ce désastre étaient leurs propres troupes et ils ne pouvaient se permettre de ternir leur honneur. Cette agression sexuelle brutale ne faisait aucune distinction de sexe ni d'âge et se soldait souvent par des morts atroces. Certains témoins racontent que le prêtre d'Hesperia eut la mauvaise idée de s'opposer fermement à cette barbarie en voyant que 3 femmes allaient être attaquées. Selon eux, les coupables se vengèrent en l'attachant à un poteau et en abusant de lui, plusieurs hommes s'acharnant sur lui toute la nuit. Le prêtre mourut finalement des blessures internes infligées. Le célèbre réalisateur du néo-réalisme italien, Vittorio De Sica, réalisa un film en 1960, intitulé La Ciociara, connu en espagnol sous le nom de 2 femmes. Il relate un événement brutal où une veuve et sa fille, fuyant Rome, cherchaient refuge à la campagne. Dans une église abandonnée où elles passèrent la nuit, elles furent attaquées et sauvagement violées. Le rôle, interprété par l'actrice Sophia Loren, lui valut un prix pour sa performance. La scène de l'agression sexuelle dure quelques minutes, mais c'est le moment le plus dramatique du film. De Sica est l'un des rares artistes à dénoncer, à travers son film, le passage des soldats marocains par la péninsule italienne, racontant leurs actes de vandalisme. Pour beaucoup, il aurait été préférable de mourir sans souffrir plutôt que de subir un tel outrage. Continuer à vivre en portant ce fardeau rend le quotidien impossible à supporter, si bien que beaucoup ont souhaité ne pas survivre, selon leurs propres témoignages. De nombreux agresseurs étaient originaires des colonies françaises, et c'est en grande partie pour cette raison que les Français métropolitains se sont désolidarisés de toute responsabilité, bien que, de toute évidence, eux aussi aient participé au viol et à toutes sortes de violences sexuelles, mais se soient protégés dans une attitude raciste évidente, en rejetant la faute sur les Africains présents dans leur rang, les Marocains, Algériens, Tunisiens et Sénégalais. Pour eux, il aurait été facile de se cacher derrière l'excuse qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres de leurs supérieurs, mais ils savaient que cela ne suffirait pas comme justification. La majorité agissait selon sa propre conviction, sans ressentir le besoin de se justifier. La douleur de ces événements persiste encore dans l'esprit et l'âme des survivants, malgré le temps écoulé, et sa dimension est incalculable. Le drame des Maroquinates a survécu à la tragédie d'une ampleur immense, qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Les témoins. Le regard perturbant des spectateurs. Ils sont nombreux, les témoins et les victimes directes ou indirectes de ces atrocités provoquées par les soldats. Les habitants de la région se souviennent encore avec horreur de certaines scènes qu'ils ont vues et vécues en personne. Bien que beaucoup ne soient plus là pour en parler, le récit de leurs expériences s'est transmis de bouche à oreille, de génération en génération, et perdure jusqu'à aujourd'hui, donnant ainsi crédit à l'un des nombreux chapitres sombres engendrés par la terrible Grande Guerre. Les blessures causées par cette attaque démesurée sont loin d'être cicatrisées, et ceux qui l'ont subie ne peuvent l'oublier un seul instant, comme en témoignent leurs récits. Beaucoup de personnes ont été obligées de quitter leur maison, ne se sentant plus en sécurité chez elles. Plusieurs personnes et familles entières se cachaient ensemble pour rester en sécurité, sachant que ce privilège n'était pas donné à tous. Sortir dans la rue signifiait presque à coup sûr devoir en payer les conséquences. Cachés, tentant de rester en sécurité, ils entendaient souvent des appels à l'aide, mais ils ne pouvaient rien faire. Beaucoup de survivants disent ressentir un sentiment de lâcheté, mais d'un autre côté, ils pouvaient faire bien peu pour aider leurs semblables. Ils préféraient alors ne pas devenir les nouvelles victimes et protéger leurs proches. À la tombée de la nuit, les heures étaient terribles. On pouvait entendre les gémissements des jeunes femmes qui avaient été enlevées dans l'après-midi. C'était un lamento inconsolable, qui glaçait le sang de ceux qui devaient l'entendre. Ils se disaient à leur tour qu'ils pourraient être les prochains à subir la même violence. Par conséquent, ils restaient silencieux, même si les cris désespérés résonnaient autour d'eux. Depuis lors, la bataille de Monte Cassino est devenue synonyme de terreur. Le mot « maroquinate » est resté dans l'imaginaire populaire de cette région qui a vécu l'horreur de la guerre en première personne. Des populations civiles entières ont été victimes des Alliés
qui en théorie étaient venus en Italie pour les libérer de l'occupation nazie et les débarrasser du brutal fascisme de l'Axe mené par Benito Mussolini et Adolf Hitler. L'armée française en Italie comptait 130 000 hommes, y compris des colons africains. Tous furent entachés par ces actes horribles. Ce qui s'est passé fut bien plus terrible que le pire des cauchemars imaginés par les victimes. Peut-être le plus effrayant de tout, c'est que cela s'est produit en une seule nuit, celle du 18 mai 1944, après que les soldats eurent écouté les paroles de leur général. Des milliers de goumiers quittèrent leur campement pour sillonner la région, couvrant plusieurs villages de Chioggiaria. Se sentant libres de faire ce qu'ils voulaient, sans craindre aucune punition, l'enfer le plus terrifiant éclata. Cela dura plus de 50 heures, sans contrôle ni résistance. La violence collective les déchaîna. Tout était effrayant, et la cruauté avec laquelle ils traitaient leurs victimes était épouvantable. Les troupes furent d'abord choisies avec soin, pour ensuite laisser libre cours à toute leur malveillance, sans se soucier de qui serait leur cible. Personne parmi eux n'empêcha les agressions. Bien au contraire, ils se motivaient mutuellement pour augmenter leur cynisme et aller encore plus loin, comme s'il s'agissait d'une compétition. Des scènes dantesques, d'une ampleur terrible par les dégâts causés, où aucun qualificatif ne suffit à décrire l'horreur des événements. Dans de nombreux cas, c'étaient de simples enfants qui étaient choisis pour les viols, et non des adolescents ou des femmes plus âgées, comme cela arriverait plus tard. Même les grands-mères, qui dans de nombreux cas avaient plus de 80 ans, furent martyrisées par leurs attaques les plus effroyables. Dans un village de la région envahi par des centaines de soldats marocains, 30 femmes et 2 hommes furent violés en peu de temps. Tout se produisit si rapidement que personne ne put les avertir. Il n'y avait ni salut ni échappatoire pour les victimes de ce désastre. Dans une autre localité, 2 sœurs furent forcées de satisfaire un peloton de près de 200 soldats, dans un acte épouvantable de cruauté et de férocité sans précédent, augmentant délibérément et inutilement la souffrance infligée durant l'attaque. Un autre cas vraiment incompréhensible est celui d'environ 300 combattants qui s'acharnèrent sur un homme âgé et décidèrent de le violer en groupe, comme pour lui donner une leçon. Violer des hommes était devenu une pratique routinière qui comblait leur soif de monstruosité illimitée, et aucun village de la région n'échappa à ces horreurs. Filles crucifiées et prêtres abusés, la cruauté infinie des goumiers. D'après les archives de l'époque appartenant à l'Association nationale des victimes civiles de guerre, on sait qu'un curé nommé Don Alberto Terilli affronta les pillards en s'opposant à ce qu'ils attaquent 2 petites filles de 6 et 9 ans, respectivement. Il voulait simplement les sauver de l'abus auquel elles allaient être inévitablement exposées. La réaction des soldats ne se fit pas attendre. Le prêtre fut violé sur place avec une brutalité choquante sous les yeux des enfants. À Pico, l'un des villages traversés par les troupes, une fillette fut crucifiée en plein air aux côtés de sa sœur, tandis que sa famille était contrainte de regarder cet acte grotesque. Les histoires de ce niveau de sauvagerie sont nombreuses. La norme était la bestialité, le sadisme extrême et la brutalité la plus insensée. Le général de Gaulle, commandant en chef de l'armée française, était au courant de tout ce qui se passait en Italie avec ses troupes et n'a absolument rien fait pour l'empêcher d'abord, ni pour rendre justice ensuite. Quant au général Alphonse Juin, qui donna son feu vert pour que ces atrocités se produisent, il ne fut jamais puni par ses supérieurs. Les spectateurs terrifiés ne pouvaient offrir aucune aide aux personnes agressées, étant souvent forcés de regarder ce spectacle horrible sous la menace d'une arme. Au fil des années, de nombreux documents et témoignages ont permis de reconstituer ces événements insupportables avec plus de détails. Des éléments ont été collectés pour reconstruire plus précisément cette vérité cachée. L'arme du général a déclenché le chaos et donné le coup d'envoi au pire des scénarios possibles. Il a été prouvé que les coupables étaient des soldats qui, en écoutant les paroles de leurs supérieurs, se sont laissés aller à leur déchaînement sans se soucier des dégâts qu'ils causaient. Une calamité irréparable d'une ampleur inimaginable. La mèche était allumée et quiconque s'opposait, quelle que soit sa condition, devenait également une cible de leurs agressions. Tous les petits villages de cette région, sans exception, furent sauvagement attaqués. Personne n'était à l'abri et les habitants n'avaient nulle part où aller. Il n'y avait tout simplement aucun moyen d'échapper à une telle calamité humaine. La pratique consistait souvent à immobiliser leur proie par les chevilles et les poignets, puis à se relayer en file pour commettre l'acte sexuel.
un fait atroce et lâche perpétré à plusieurs. On raconte que, dans un village de la région, 4 femmes âgées de moins de 15 ans furent forcées de satisfaire sexuellement une troupe de 100 soldats durant des heures. À la suite de cette attaque, l'une d'entre elles mourut et une autre eut une crise psychotique dont elle ne se remit jamais, passant le reste de sa vie dans un asile. Les 2 autres restèrent gravement traumatisés. En plus de ces actes horribles, les soldats se livraient au pillage des habitations, volant tous les objets de valeur qu'ils trouvaient. Dépouiller les maisons était une autre des pratiques abominables subies par les habitants de cette région. Une barbarie sans limite qui, bien qu'ayant duré plus de 2 jours, eut des conséquences éternelles. La réalité qui ne ment pas. Les chiffres de l'horreur. Le maire de la localité d'Esperia, une commune de la province de Frosinone, a rapporté que dans sa ville, 700 femmes sur un total de 2500 habitants ont été violées et que certaines sont mortes des suites des traitements subis. Tout au long des événements et dans toute la zone affectée, plus de 7000 civils, dont des enfants, ont été violés par les membres du corps des Goumiers. Le nombre d'hommes assassinés a été estimé à 800. On estime que l'épisode appelé « Maroquinate » a causé environ 200 000 victimes. L'horreur dans cette région a été scandaleuse et il n'y a eu aucune réparation. Nous parlons ici d'une page dramatique de l'histoire de cette nation dont les conséquences sont imprégnées de sang, de larmes et de crimes indicibles. Des êtres de tous âges ont été attaqués, violés, torturés et tués sans que personne ne réponde de ces actes. Il est connu qu'il y a eu 20 000 cas de viol, mais ce chiffre ne prend en compte que les personnes qui ont eu le courage de dénoncer les violences subies. Cependant, cela ne reflète pas toute la réalité. De nombreux cas n'ont jamais été déclarés, la majorité en fait, et l'on pense que ce nombre pourrait atteindre 60 000 selon les estimations des spécialistes. Plusieurs rapports des professionnels de la santé de l'époque indiquent qu'un tiers seulement des femmes violentées de toutes les manières possibles ont réussi à surmonter leur honte injustifiée et ont eu le courage de porter plainte. Les rapports ultérieurs ont révélé que de nombreuses femmes, jeunes et âgées, ont été violées à plusieurs reprises et par plusieurs agresseurs. Il y a même des témoignages de dents cassées pour empêcher les victimes de mordre pendant l'agression. Il y eut également des empalements et des castrations, principalement des hommes qui tentaient de défendre leurs filles, épouses, sœurs ou mères, car personne n'était à l'abri de ces attaques brutales et terrifiantes. On a également appris que plusieurs mutilations ont été perpétrées par les soldats alliés, simplement pour le plaisir, en utilisant leurs fameuses dagues. La nature impitoyable et cruelle de la violence sexuelle exercée par les troupes alliées est corroborée par des rapports médicaux récupérés. Ceux-ci en attestent dans leurs écrits et les lire donne des frissons à toute personne sensible. Un problème non négligeable fut aussi la propagation de la syphilis, de la gonorrhée, de la blénorragie et d'autres maladies sexuellement transmissibles, causant des centaines de morts terribles parmi les populations. Seule l'utilisation de la pénicilline américaine a permis d'éviter une épidémie dans ces régions. Les jeunes filles tombées enceintes se comptaient par milliers et de nombreux avortements clandestins ont eu lieu en réaction à ce rejet de la brutalité subie et comme une manière d'effacer les preuves de ce qu'elles avaient vécu. À la fin de la guerre, en septembre 1945, beaucoup d'enfants nés des viols furent confiés à l'orphelinat de Veroli. On estime qu'ils étaient environ 400, des êtres non désirés issus d'unions marquées par le sang, l'horreur et l'effroi. Comment ces individus peuvent-ils se projeter dans la vie en découvrant leur passé? Ce n'est rien de moins que la prolongation de la consternation. Les archives montrent clairement que les Français de souche ont également participé à cette violence extrême et que les soldats africains des troupes françaises n'en étaient pas les seuls responsables. Ce n'était pas un problème ethnique, comme on a voulu le faire croire à l'opinion publique dans une tentative de rejeter la faute sur d'autres. Si les Français métropolitains représentaient environ 40% des troupes, il semble étrange de ne tenir responsables que les colons pour ces crimes. Il est clair que lorsque le général a autorisé ses hommes à agir sans crainte de représailles, il s'adressait à l'ensemble des troupes, et non seulement aux colons. La France, en tant que nation, s'est historiquement dégagée de toute responsabilité concernant ces événements. Chaque fois que la question a été soulevée, elle a laissé entendre que ce comportement était limité à une partie de ses troupes et non généralisé. En outre, il s'agit d'un discours extrêmement raciste et discriminatoire, car il nie le fait que c'est le général Juin lui-même,
d'origine européenne, qui a incité les troupes à commettre ces atrocités. Un document d'origine britannique révèle que des soldats français, sans aucun lien avec le Maroc ou d'autres nations africaines, ont violé un nombre incalculable de filles, de femmes et même d'enfants en pleine rue. Ce même rapport indique également qu'ils ont sodomisé des milliers de prisonniers et castré ceux qu'ils considéraient comme des chefs de communauté. Cela démontre l'indifférence totale et la complicité des officiers français, qui semblent avoir participé au massacre et fermé les yeux sur ces horribles faits. Crimes de guerre, le silence et l'impunité qui perdurent. À l'époque, la Croix-Rouge internationale offrit son aide au gouvernement italien, mais ce dernier s'y opposa fermement pour ne pas créer de tensions avec la France et éviter un conflit international plus grand. Grâce à ces actions, un voile de silence fut jeté sur les événements de Monte Cassino, aussi bien de la part des auteurs que du gouvernement des victimes. Leurs hauts responsables firent la sourde oreille. Aucune accusation ne fut formulée et il n'y eut pas de conflits internes dans les rangs militaires. En fin de compte, tout fut ignoré. Dans ce contexte de chaos, survenu dans des villages isolés et montagneux, en pleine guerre mondiale, il est difficile d'établir précisément le nombre de morts et de cas de violences sexuelles. Il est probable que des dizaines de milliers de personnes aient été affectées par ces attaques qui n'ont tenu compte ni du genre ni de l'âge des victimes. Il en résulte qu'il est également complexe de déterminer le nombre de personnes qui, en raison du traumatisme psychologique et émotionnel causé par ces violences, n'ont pas pu poursuivre leur vie normalement. Beaucoup ont interrompu leurs études, rencontré des difficultés à trouver ou à garder des partenaires ou à fonder une famille. Nombreux sont ceux qui ont fini par se suicider ou sombrer dans la folie. Non seulement les dégâts sont irréparables, mais les conséquences de cette blessure sont également irréversibles et se sont étendues sur des générations de personnes et de familles détruites. En 1996, un projet de loi au Congrès italien estimait à plus de 2000 le nombre de femmes victimes de ces agressions sexuelles et viols, âgées de 11 à 86 ans, ainsi que 600 hommes. Toutefois, il y a des raisons de penser que ce chiffre est très conservateur, ne représentant que les cas qui ont pu être historiquement documentés avec précision. Des rapports britanniques affirmaient que des filles et des femmes âgées avaient été violées en public, sous les yeux de tous, en plus des nombreux prisonniers soumis à diverses formes de violences sexuelles avec pour seul but de les humilier, souvent devant leur propre famille pour accroître le sadisme. Ces mêmes rapports indiquaient que toutes les femmes des villages de Patrica, Pofi, Isoletta, Supino et Morolo avaient été attaquées sexuellement. À Lenola, le 21 mai, 50 jeunes femmes furent violées. Comme il n'y avait pas suffisamment de femmes pour satisfaire tous les soldats, les fillettes et les vieilles femmes furent également violentées. Les rapports militaires secrets racontent ces atrocités, conservant la mémoire de l'un des pires épisodes de ce conflit. L'autre face, non moins terrible que la guerre elle-même, est l'horreur au sein de l'horreur. Selon ces rapports, même les animaux ont été la cible d'agressions sexuelles. La méthodologie employée par les combattants est entièrement détaillée dans ces documents. Ils racontent le modus operandi de ces agresseurs. Si la porte de la maison était fermée, ils la défonçaient, trouvaient une personne à l'intérieur, l'assommaient d'un coup de crosse avant de la traîner près de la maison pour la violer devant le reste de la famille, que ce soit le mari ou la femme. Le courage des victimes, récit épouvantable d'abus sauvages. Avec le temps, les victimes ont trouvé le courage de parler, apportant davantage de détails sur cet événement bestial, une expérience insupportable qui les a marqués au fer rouge à jamais. Cela représente une grande démonstration de courage, non seulement parce que témoigner les oblige à revivre ces événements horribles, mais aussi parce qu'elles s'exposent à la honte et à l'accusation publique. Une femme a déclaré avoir vu des soldats alliés remarquer une jeune fille portant des boucles d'oreilles élégantes. L'un d'eux s'approcha et les lui arracha d'un coup sec, sans aucun ménagement, avec ses propres mains. La témoin a relaté en détail les cris de douleur que la victime poussa lors de cette scène sauvage. Une autre témoin fut surprise de voir sa sœur cadette assise, la tête entre les jambes, immobile. En s'approchant, elle remarqua un filet de sang coulant le long de ses jambes jusqu'à ses pieds, illustrant clairement les pressions exercées sur les femmes pour les forcer à se taire après ces violences. Lorsque la sœur aînée demanda à leur mère ce qui se passait avec sa sœur, celle-ci lui répondit simplement de ne pas la déranger, qu'elle venait de se blesser.
Ce n'est que bien plus tard qu'elle comprit ce qui était réellement arrivé à sa pauvre sœur. Un groupe de femmes ayant refusé de se laisser violer fut attaqué en masse. Les agresseurs commencèrent par tirer en l'air pour les intimider, puis les séparèrent pour les violer en petits groupes. Elles ne purent se défendre de quelque manière que ce soit. Ceux qui tentaient de les protéger, qu'ils soient voisins ou membres de la famille, en payaient les conséquences. Beaucoup furent transpercés par une tige ou un pieu pointu de manière longitudinale, une méthode de torture et d'exécution qui leur était fatale. Un père qui tenta de défendre sa fille au sommet de la montagne fut battu à mort. Des témoignages glaçants relatent la froideur de ces individus qui ne semblaient ressentir aucun remords. Une témoin raconte qu'un soldat entra dans sa maison pendant qu'un autre attendait à l'extérieur. Son père sortit pour demander ce qu'il se passait, ce à quoi le soldat à l'extérieur répondit par un coup de feu, qui le tua sur le coup. Certains pensent que le gouvernement italien devrait recueillir tous les témoignages et preuves pour agir contre la France, afin qu'elle assume la pleine responsabilité des faits et indemnise les victimes. De manière surprenante, de nombreux témoins de ces actes violents et terribles sont encore en vie. Après tant d'années, recourir à un procureur militaire n'est plus une utopie. Les institutions disposent désormais d'un chemin pour rechercher la vérité. Le 18 juin 1944, le pape Pie XII exhorta Charles de Gaulle à prendre des mesures. Un an plus tard, les tribunaux français avaient inculpé 300 soldats marocains pour ce qui s'était passé en Italie, bien que les résultats n'aient pas été à la hauteur des attentes de la communauté internationale, alors indignée. Ce n'est que le 26 novembre 2004 que le président d'une association d'anciens combattants marocains, Ahmed Benrahalaté, présenta des excuses officielles pour les événements de Monte Cassino. Le gouvernement français, lui, ne l'a jamais fait. L'horreur de la guerre engendre angoisse et tension, aussi bien chez les combattants que chez la population locale. Cependant, aucun niveau de stress ne peut justifier l'utilisation du corps des femmes comme objet de pulsions les plus basses. La violence sexuelle ne peut être perçue comme une catharsis des épreuves vécues sur le front. Les crimes de Monte Cassino auraient pu être évités, mais les officiers responsables de l'armée alliée non seulement ne les ont pas empêchés, mais les ont encouragés. Beaucoup ont vainement tenté de trouver une explication à tant de souffrances, mais tout semble indiquer que rien ne peut justifier ce qui s'est passé, pas même l'horreur de la guerre elle-même. Ce fut un acte criminel, une violence excessive et sauvage commise par un groupe de soldats à qui l'on a donné la liberté de faire ce qu'ils voulaient, sans avoir à en payer le prix. Ce qui est d'autant plus impardonnable, c'est qu'au cours de l'histoire, aucun des gouvernements impliqués n'a jamais présenté d'excuses aux victimes, qui n'ont que leur voix pour raconter leur histoire et empêcher que cela ne se reproduise.